Alors, je vous remercie d'être tous là. Je suis très, très heureuse de vous voir aussi nombreux. Et on va commencer donc cette journée autour de l'enclave. Hein. Je vais faire une petite introduction que je vais peut-être un peu lire pour ne pas être trop prolixe comme d'habitude. et par la suite, on va passer la parole aux invités et à vous-même pour la discussion. Voilà. Aujourd'hui, je tente de résumer le concept d'enclave pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et l'enclave est un concept spatio-temporel qui désigne la structuration inconsciente des signifiants primordiaux du sujet dans l'espace et le temps. En d'autres termes, l'enclave est le processus à travers lequel le sujet s'est construit la perception de soi, à savoir la sensation d'avoir un corps bien à lui qui lui appartient, et le sentiment continue d'exister et d'être vivant. Mon hypothèse est que cette construction s'effectue déjà durant la vie fœtale et à travers la structuration symbolique et imaginaire de la mère du système synchronique primordial des signifiants. Le concept d'enclave est le fruit d'une longue élaboration effectuée à partir de la pratique de la psychanalyse avec des adultes et en particulier avec des analysantes boulimiques anorexiques qui m'ont dévoilé à travers leurs gestes, leurs lapsus, leurs cauchemars récurrents, des fantasmes de grossesse et la trace de réminiscences datant de leur vie fœtale. Nous allons donc utiliser le terme de fantasme, et ça c'est un point très important, tel que l'a forgé Françoise Dolto, c'est-à-dire relié aux sensations, aux perceptions. Hein. Elle avait déjà conçu le fantasme en rapport avec l'image inconsciente du corps. Elle le définit comme ça, comme une mémorisation olfactive, auditive, gustative, visuelle, tactile, baresthésique et synesthésique, de perceptions subtiles, faibles et ou intenses, ressenties comme langage de désir du sujet en relation à un autre. Au fil du temps, j'ai pu observer que toutes mes analysantes boulimiques décrivaient les mêmes troubles de la perception et employaient des images très semblables. Le sentiment d'être transparente, de ne pas avoir un corps qui leur appartienne, de se sentir à la fois très légère et très lourde, et enfin l'impression de ne pas se reconnaître vraiment dans le miroir et de voir à la place le visage de leur mère. Nous retrouvons ce phénomène chez des femmes enceintes ou ayant subi un traitement hormonal très fortement dosé. Mais les boulimiques expriment plus clairement cette impression étrange. Je ne me reconnais pas au-dessus de ma taille, puisque mon corps et ma graisse ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à ma mère. Ou bien, la main droite qui me gave du sucre appartient à ma mère. Avec la récurrence de ces propos, j'ai pu réaliser qu'elles souffraient de troubles de la reconnaissance de leur voix, de leur visage dans le miroir, de leur main droite, ainsi que d'un déficit de perception du bas de leur corps, qui leur donnait l'impression que leur corps ne leur appartenait pas. Ainsi, j'ai décelé chez elles, mais également chez d'autres analysants névrosés, des troubles de reconnaissance de soi avec des formes de synesthésie, asomatognosie ou d'agnosie dont ils n'étaient pas conscients. Par ailleurs, j'entendais avec mes analysantes boulimiques une inversion dans l'ordre symbolique des générations, à travers des lapsus très fréquents, tels que ma mère au lieu de ma grand-mère, mon père au lieu de mon grand-père, ou je suis morte à 4 ans, ou encore je vais naître chez les patients enceintes. Ces lapsus m'ont indiqué qu'elles ne pouvaient pas s'inscrire dans le temps chronologique, dans la durée, dans le temps généalogique et dans le temps du récit. Tous ces éléments cliniques m'ont permis d'élaborer la théorie de l'arbre inversé, qui suppose l'existence d'une mémoire inconsciente transmise par les mères, reliant la mère au fœtus dans un lien de familiarité et d'attachement qui serait à l'origine de l'enclave. Ce processus, que j'ai nommé le schème de l'arbre inversé, suite au dessin amené spontanément par de nombreuses analysantes boulimiques, à un certain moment de la cure. Et ce dessin décrit
d'après moi, la perception qu'elles ont de leur corps. Elle s'est dessinée donc comme un arbre renversé, ayant les branches pleines de feuilles dirigées sous terre et les racines nues ou avec très peu de feuilles tendues vers le ciel. On peut entendre ces dessins, ou mieux ces fantasmes de l'arbre renversé, comme une réminiscence de la vie fœtale, durant laquelle les mouvements de l'enfant réactivent chez la mère avec plus ou moins d'intensité, c'est-à-dire plus ou moins de feuilles sous les branches racines, la mémoire bi-émotionnelle de l'expérience vécue par la grand-mère enceinte de la mère. Cette structuration inconsciente inscrit au niveau symbolique, réel et imaginaire, l'espace dans lequel le fœtus va être pris ou enclavé, un peu à l'instar de la Cora, l'espace maternel de Platon. Espace topologique d'inclusion de l'imaginaire maternel, comme le tore, dans lequel le sujet est toujours inclus dans l'objet et dont la permanence maintient une complicité incestueuse qui peut menacer l'enfant dans son avènement en tant que sujet original et individué. Ce processus suppose une structure logique d'anticipation sur l'axe diachronique que nous pouvons tout à fait entendre avec le concept freudien d'après-coup. Ainsi, selon cette hypothèse, durant la grossesse, le corps du fœtus appartient totalement au corps de la mère et de la grand-mère, et la mère au corps du fœtus, ce qui configure inconsciemment un lien fusionnel mère-enfant indestructible, hors temps où toute séparation est impensable. Je m'arrête sur ce point parce qu'il est fondamental. C'est-à-dire que cette inversion de l'unification, la mère et le fœtus et la grand-mère et la mère, fait que la séparation n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la séparation comme une simple coupure, comme le cordon. C'est qu'il faut faire tout le processus mental de perte, s'imaginer de perdre l'image d'avant pour acquérir l'image d'après. La métaphore cinématographique est très utile, puisque pour monter un film, il faut couper et joindre deux images. Voyez ? Et donc toute la difficulté de tout le monde, des névrosés en particulier, c'est effectivement anticiper les changements dans la cure et dans la vie, même aux différents stades de la vie. Anticiper les changements. En fait, c'est une faute d'anticipation imaginaire dont tous les patients enclavés souffrent. Ils ne peuvent pas anticiper au niveau imaginaire l'avenir, puisqu'ils sont structurés dans le passé, en quelque sorte. Ainsi, selon cette hypothèse, durant la grossesse, le corps du fœtus appartient au corps de la mère, et ça crée un lien fusionnel mère-enfant indestructible, hors temps, où toute séparation est impensable. En effet, le verbe enclaver désigne à la fois l'action de fermer à clé quelqu'un à l'intérieur d'un espace, du latin enclavare, à la fois celle d'enclore un territoire dans un autre. Nous devons noter que cette topologie de l'enclavement implique que le temps et l'espace de la dyade mère-enfant coïncident, mais que l'espace de l'enfant est déjà bordé à l'intérieur de celui de la mère. Ça, comme le dessin du tore. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de la symbiose. Il n'y a pas de symbiose. En effet, comme la mère, c'est-à-dire au sens de confusion, symbiose-confusion. En effet, comme la mère, aussi le fœtus a des rythmes de mouvement variables durant les cycles de 24 heures, et par moments il s'arrête. La femme enceinte, qui prend conscience de ces variations, qui l'oublie par moments et qui va le chercher dans des instants de silence pour se rassurer qu'il est encore vivant, l'intègre dans le temps, l'espace et le sentiment d'exister et d'avoir encore à soi. Pour passer de la synchronie inconsciente à la diachronie préconsciente et consciente, il faut traverser un vide pour se représenter une discontinuité symbolique. On peut facilement comprendre que durant la grossesse, lorsque le processus de l'arbre renversé est à l'œuvre, si la mère n'arrive pas à anticiper et donc à ressentir et à symboliser les changements
et la présence vivante ou le silence du fœtus qu'elle porte, ainsi que l'espace qu'il occupe, car dans l'inconscient, temps et espace coïncident, elle ne pourra pas se représenter inconsciemment sa sortie à la naissance, et l'enfant va demeurer invisible comme un membre fantôme enclavé dans le temps, l'espace, le désir et le regard de la mère. Le fait que tous les dessins de l'arbre inversé ont été effectués par des femmes boulimiques anorexiques qui ne désiraient pas ou pas encore avoir un enfant, ou bien qui ne pouvaient pas en avoir infertile, m'a donné à penser qu'elles étaient toutes restées fixées au schème de l'arbre inversé, et que par ailleurs, les femmes ont vraisemblablement une mémoire plus forte que les hommes de la vie fétale pour des raisons philo-ontogénétiques, puisque cette mémoire s'est transmise par voie maternelle. Par ailleurs, j'ai pu observer que les analysantes boulimiques avaient la même succession de cauchemars au début et durant la cure que les femmes enceintes en analyse ou pas. De cette manière, j'appréhendais la trace d'un trauma et d'une angoisse archaïque d'effondrement chez la femme enceinte et chez le fœtus, car la majorité de mes patientes boulimiques n'avaient pas d'enfants. Nous voyons donc que la grossesse peut se révéler dès la fécondation comme un processus traumatique. En effet, la présence de cauchemars après la conception chez des hommes et des femmes en analyse m'ont fait entendre que l'acte de procréation réactive des angoisses inconscientes très profondes de mort et de disparition, que je souligne 3 fois, disparition, qui témoignent de l'existence d'une dimension traumatique. Si ces angoisses ont une source imaginaire, elles sont aussi en lien avec les dangers réels que la femme enceinte traverse, puisqu'elle encourt un danger de mort, mais aussi des séquelles, des maladies que la médecine actuelle, heureusement, atténue fortement. Mais pourquoi les hommes ressentent les mêmes angoisses de mort et disparition? C'est un élément qu'il faudrait éclairer pour mieux comprendre l'impact de cette expérience dans la vie d'une femme ou d'un couple dans la généalogie. C'est clair que ces propos dérangent énormément. Pourquoi l'état de grossesse, qui est depuis toujours exalté comme une expérience fantastique, serait-elle source de traumatisme? On dit d'une femme qu'elle tombe enceinte. Il s'agit en effet d'une manière de chute. La femme désormais enceinte se sent dépassée par ce qu'on peut appeler une effraction qui provoque la sensation de dissolution, de perte de son intégrité et en même temps une petite mort due à un excès de jouissance qui est aussitôt refoulé. La question qui se pose, c'est d'intégrer, élaborer psychiquement ce bouleversement inconscient, cette perte, cet excès de jouissance, afin que son caractère, éventuellement traumatique, soit atténué. Mais au fond, qu'est-ce que la femme perd d'un coup à la fécondation? Son image inconsciente du corps, car la grossesse la propulse dans une image fusionnelle qu'elle a connue durant sa vie fétale et à la naissance. Ainsi, perdre son odeur et toute la façon connue jusqu'à là de se percevoir et de se reconnaître, image inconsciente du corps qu'elle a construite depuis qu'elle était tout petite, ça peut être un passage traumatique. Mais comment la future mère peut-elle inscrire son enfant dans la réalité et dans le temps subjectif, si inconsciemment l'enfant est bâti dans son propre schème fonctionnel? En d'autres termes, comment peut-elle avoir une représentation psychique de l'enfant comme objet vivant et détaché d'elle s'il est intégré inconsciemment dans le temps de toutes ses actions du corps et dans la saveur de ses propres signifiants primordiaux? La femme peut traverser ces passages avec l'aide d'un schème de fantasmes qu'on va désigner comme originaire, c'est-à-dire une succession de fantasmes maternels qui se transmettent de génération en génération aux femmes et qui accompagnent le développement fœtal en inscrivant symboliquement l'enfant dans la temporalité. La succession de ces fantasmes originaires traduit la représentation psychique de pulsions de destruction, de mort et de meurtre, réactivées par les représentants des pulsions d'autoconservation. Dès le début de grossesse, les pulsions d'autoconservation de la mère luttent contre la présence de l'enfant, ressenti inconsciemment comme un intrus, un corps étranger qui occupe son espace vital. Si la mère arrive à se représenter inconsciemment la disparition ou la mort de l'enfant avec des angoisses et des cauchemars,
par noyade, enlèvement, etc., au cours de toute la grossesse et surtout dans les phases critiques, celui-ci pourra être inscrit inconsciemment comme un être vivant. Si elle craint de perdre l'enfant, c'est qu'il existe dans la réalité. Les différents temps de fantasmes maternels originaires soutiennent ainsi progressivement la symbolisation des différentes pertes d'images inconscientes du corps qui avaient provoqué une extrême jouissance au début de la grossesse, marquant ainsi une discontinuité symbolique de la présence de l'enfant. Pour juger de la réalité de l'objet et pour avoir une représentation du temps de l'objet, il est nécessaire de le perdre de vue par moment. Pour conclure, on peut avancer l'idée qu'en raison du schème de l'arbre inversé, la perception du corps propre et la reconnaissance de soi du fœtus se structurent à l'origine comme une holophrase de toutes les couleurs dans la synchronie primitive des signifiants primordiaux de la grand-mère. En d'autres termes, à la naissance, tout nouveau-né a déjà une pré-inscription inconsciente des signifiants primordiaux organisés dans une enclave autistique à l'intérieur de l'espace, le temps, le désir de la grand-mère et de la mère. Durant la grossesse, la pensée, l'attention et la voix de la mère ne cessent d'écrire sous la peau du fœtus ces chaînes signifiantes, tout en tricotant avec les trois fils, symboliques, imaginaires et réels, un maillot de corps qui l'enveloppe et le réchauffe au rythme de ses battements de cœur et de son souffle. La voix de la mère imprègne les 5 sens et module la saveur des signifiants primordiaux dans toutes les couleurs, dans la proprioception, dans l'interoception et dans la vision du fœtus. Elle a une odeur, une température, une consistance, un goût, une forme, une densité et une puissance qui créent tous les états du corps chez ces derniers. Joie, extase, douleur, angoisse, frayeur, etc. La saveur et les couleurs des signifiants primordiaux de la mère seraient donc inscrits très précocement chez les sujets durant sa vie fœtale. Mais au début du 7e mois, lorsque le fœtus commence à voir et entendre pour la première fois avec ses oreilles la voix de la mère venant de l'extérieur, perd à jamais la pureté et la finesse des couleurs des signifiants primordiaux et il refoule l'excès de la jouissance. Autre qu'il aurait été attaché. Cette perte impensable, quand elle se produit, constitue le traumatisme originaire pour chacun de nous. Seule réminiscence du lien fusionnel originaire serait la note bleue, souvenir et promesse d'une jouissance passée et pourtant toujours attendue. Des petites coïncidences nous font penser l'existence de ce processus. Une recherche sur 3000 langues disparues en Inde a montré que les derniers mots qui s'effacent d'une langue non écrite sont les mots désignant les couleurs. Israélien, Chaim Shor, oui, a trouvé que la valeur numérique des noms hébraïques des 5 couleurs citées dans la Bible, rouge, jaune, vert, bleu et violet, en calculant leur valeur numérique et en additionnant la valeur des lettres qui composaient les noms, correspondait exactement à leur temps, à leur longueur d'onde. Comme quoi, dès le commencement, la vie est musique et couleur.